Bonjour, vidéo numéro 2 de la série Lewis et VSEPR en long, en large et en travers. Dans cette deuxième vidéo, nous allons faire la transition entre le schéma de Lewis et la géométrie de la structure, grâce à la méthode VSEPR. Donc, dans un premier temps, on va revisiter la méthode VSEPR, c'est quelque chose qui est très facile à comprendre, et le plus intéressant, c'est la seconde partie, dans laquelle nous allons appliquer Lewis et VSEPR à des structures plus ou moins délicates. Donc, démarrons tout de suite avec le principe de la théorie VSEPR, comment on remonte à la géométrie moléculaire. Donc, cette théorie a été mise en place par M. Gillespie. C'est la théorie en français de la répulsion des paires électroniques. C'est-à-dire qu'on va dire des paires électroniques, ce sont des charges, et donc des charges de même signe, ça se repousse, d'après Coulomb. Voilà le principe, il est très simple. Donc c'est l'acronyme du terme anglais VSEPR. Donc le principe, la géométrie que va adopter une structure moléculaire va être imposée par la répulsion entre les paires électroniques. Ce qui est important, les paires liantes, donc les liaisons, mais aussi les libres. Et ça, c'est très important. Donc les paires électroniques se positionneront à égale distance pour minimiser les interactions. Donc le principe va être à partir du schéma de Lewis, qui nous permet de définir l'atome central. On va le positionner au centre d'une sphère de rayon R, c'est la boule bleue. Et puis ici, par exemple, si j'ai 3 substituants en rouge autour de cet atome bleu, si j'en ai 3 à positionner à égale distance, je vais les mettre dans un plan de la sphère à 120 degrés. Et là, je suis certain de minimiser les répulsions que je vais avoir entre les boules rouges. Si j'ai 4 boules rouges à positionner, là c'est peut-être moins évident, mais c'est le tétraèdre que vous connaissez bien dans la chimie du carbone. 4 sphères rouges positionnées à égale distance sur une sphère, ça me donne un tétraèdre. Si je considère un système A5, je vais en mettre 3 dans un plan à 120 degrés, et puis un au-dessus, un au-dessous. Alors ils sont en vert parce que, évidemment, les angles ne sont pas les mêmes. Les distances sont les mêmes, les angles ne sont pas les mêmes. Un angle vert, bleu, rouge, c'est 90, alors qu'un angle rouge, bleu, rouge, c'est 120. Donc ici, j'ai 2 angles. Et puis, si j'en ai 6, en général, c'est le maximum dans ce qui nous intéresse, là, je vais les positionner à égale distance, toujours pareil, les 6, 4 dans un plan, un au-dessus, un au-dessous, et c'est ce qu'on appelle un octaèdre. Donc, vous connaissez déjà pratiquement tout des structures. Donc, on va les revisiter avec la nomenclature. Donc, la nomenclature, c'est ce type de formulation dans lequel A est l'atome central, X, ce sont les paires électroniques liantes, c'est-à-dire qui interviennent dans des liaisons, et puis E, c'est les paires électroniques libres, qui n'interviennent pas dans les liaisons. Alors, commençons par la structure. AX, ça n'a aucun intérêt, puisque c'est une liaison simple. AX2, un A avec 2 substituants, donc j'ai une structure linéaire, dont l'angle est 180 degrés, pas trop de surprise. Ensuite, j'ai AX3, donc je viens d'en parler, donc je mets les 3X dans un plan à 120 degrés, triangulaire 120 degrés. Ensuite, de AX3, je peux évoquer AX2E. C'est une structure AX3 dans laquelle j'ai enlevé un des X. Donc, je tombe sur ce genre de molécule, qu'on qualifiera d'angulaire, avec un angle plus petit que 120. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va dire, ici, on avait des X. On va dire que ces X sont identiques. Ils occupent la même place. Donc ici, j'ai forcément 120, les 3 angles égaux. Ici, j'ai enlevé le X du haut. Donc ici, j'ai une paire libre dans cette partie-là, qui est les électrons qui sont là, mais qui ne participent pas à une liaison. Et le principe, c'est de dire qu'une paire libre, ça occupe beaucoup plus de place qu'une paire liante, c'est-à-dire une liaison. Donc du coup, le doublet qui est là occupe beaucoup de place et repousse les deux AX l'un vers l'autre, ce qui fait que l'angle observé sera inférieur à 120, à cause de l'occupation dans l'espace de la paire libre E. Ensuite, donc, angulaire, oui, si je la compare par rapport à l'angulaire, j'ai rajouté ça, c'est bizarre, inférieur à 180, mais si je me mets par rapport à l'angulaire, qui était à 180, évidemment, j'ai un angle inférieur à 180. Mais ce sera pire que ça, parce qu'il sera plus petit que 120, en fait. Au mieux égal à 120. Ensuite, j'ai AX4, donc ça, c'est le tétraèdre, donc un angle de 109 degrés, 27 minutes. Ça, c'est la géométrie qui dit ça. Donc, on poursuit la visite
avec AX3E qui est dérivé du tétraèdre, c'est-à-dire que j'ai enlevé un des substituants du tétraèdre, donc je tombe sur ce type de structure qu'on appelle une pyramide à base triangulaire. Alors, toujours pareil, si je me réfère à la structure plane triangulaire, comme je décale les x vers le bas, géométriquement, l'angle devient inférieur à 120, mais je peux aller beaucoup plus loin, parce qu'en fait, dans le tétraèdre, c'était 109, et ici, pour les mêmes raisons qu'évoquées tout à l'heure, ma paire libre qui est là occupe beaucoup plus de place et repousse les AX vers le bas. Donc, nécessairement, l'angle sera inférieur à 120, mais surtout même inférieur à 109. Ensuite, à X5, on en a déjà parlé, 3 dans un plan, un au-dessus, un au-dessous. Donc, c'est une double pyramide à base triangulaire avec deux angles, 90 et 120, j'ai déjà expliqué. À X6, c'est l'octaèdre. Donc, tout le monde est à 90 degrés, à égale distance et à 90 degrés. Dérivé de l'octaèdre, on a AX4E2, cas très particulier, dans lequel j'enlève en fait celui qui est en haut et celui qui est en bas. Je me récupère une structure plane, qu'on appelle plan carré, et dont les angles sont toujours 90. Donc voilà un petit panorama des structures qu'on peut imaginer en VSEPR. Un mot sur une filiation, ça j'y accorde beaucoup d'importance parce que il faut avoir compris ça. Donc je vais considérer un tétraèdre, donc AX4, angle, un seul angle, 109. Donc une structure typique, vous connaissez bien le méthane, donc avec l'angle de 109, 27, etc. Donc tétraédrique. De ce tétraèdre, je peux faire dériver une structure qui serait AX3E. C'est une structure dans laquelle j'enlève un des substituants. Donc j'ai une pyramide à base triangulaire inférieure à 109. Donc ici, vous avez l'ammoniac. L'ammoniac, c'est le cas. L'ammoniac, j'ai en fait les 3 NH, et puis j'ai un double ellipse qui est au-dessus. Donc pour les effets d'occupation du double ellipse déjà évoqués, on a un angle qui est inférieur à 109 et qui est de 107 dans l'ammoniac. Si je continue d'enlever des substituants, je vais passer à AX2E2. Donc là, je m'attends à des angles encore plus petits, puisque j'ai encore plus d'occupation, puisque j'ai 2 paires libres. Et là, on tombe sur l'eau. Donc l'eau, l'angle est beaucoup plus petit encore, puisque c'est 104. Donc, ces 3 molécules n'ont rien à voir, ce ne sont pas les mêmes éléments, ça n'a pas la même réactivité, évidemment, ça n'a rien à voir chimiquement, mais en termes de géométrie, et donc de symétrie, elles appartiennent, on va dire, à la même filiation, qui est une filiation tétraédrique. Alors attention, parce que la seule qui est tétraédrique, c'est la molécule de méthane, la molécule d'ammoniac, c'est une pyramide à base triangulaire, et l'eau, c'est une molécule angulaire. Mais les deux dernières ont la potentialité du tétraèdre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Si je prends de l'eau et je lui ajoute un substituant, un proton, vous connaissez bien, H3O+, je bascule de AX2E2 à AX3E. Donc, vous voyez, je comble un des manques en le remplaçant par un proton. Et puis, l'ammoniac, je peux aussi le ramener sur le tétraèdre total en lui rajoutant un proton, en faisant un ammonium. Dans ce cas-là, je suis effectivement tétraédrique. Pour le cas d'H3O+, je ne suis pas tétraédrique, j'ai une pyramide à base triangulaire. Et puis, est-ce que l'eau, je peux la rendre totalement tétraédrique? Oui, il suffit de rajouter un deuxième proton. Donc, ce n'est pas une structure qui existe dans l'eau, c'est une structure qui existe dans l'état solide, H4O2+, qui est une structure réellement tétraédrique. Donc, il faut bien faire la nuance entre la géométrie de la molécule et sa potentialité géométrique. Ici, l'ammoniac et l'eau ont des potentialités tétraédriques, mais ne sont pas tétraédriques. C'est totalement différent. Dans la première vidéo, j'ai évoqué le fait qu'en chimie organique, on n'avait pas besoin de se poser trop de questions et que finalement, on pouvait écrire les schémas de manière intuitive. Ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai. Par contre, ici, j'ai choisi comme premier exemple d'application Lewis VSEPR des molécules très simples qui appartiennent à la chimie organique. Puisqu'en fait, il s'agit tout simplement de prendre un atome d'hydrogène, un atome de carbone, un atome d'azote et un atome d'oxygène. Vous voyez que c'est excessivement simple. Si on se pose la question des arrangements, donc ici, je vous dis ce qui existe, en fait, on va trouver 4 structures qui existent réellement. Donc les acides cyaniques, isocyaniques, fulminiques, isofulminiques. Donc des enchaînements, ici vous avez des enchaînements physiques réels,
des enchaînements différents pour la séquence carbone, oxygène, azote, et puis le positionnement d'hydrogène qui peut être à droite ou à gauche, enfin, sur un des atomes qui sont sur la chaîne CNO. Donc ici, si je regarde les deux premières, ce sont des structures qui sont relativement simples, puisque j'ai l'hydrogène qui est forcément dans son coin avec sa liaison. Donc j'ai globalement un système avec 3 atomes, avec un atome central et puis les 2 autour. Donc ici, je suis dans la même période, donc le moins électronégatif, c'est le carbone. Donc on voit que les 2 premières structures vérifient la règle de l'atome le plus volumineux au centre. Celle-ci, non. Alors déjà, on se dit, tiens, on viole la règle 2. Donc, je vous ai dit que la règle 2, elle était incontournable pour des structures à 4 ou 5. Là, effectivement, j'ai l'atome central volumineux, puis les autres autour. J'ai des structures qui sont quasiment linéaires. Alors, ce qui est sûr, par contre, avant d'aller plus loin, c'est que celles-ci vont être stables, et ces deux-là seront probablement relativement instables, puisqu'elles sont bancales dès le départ, si je puis dire. Alors, on va faire nos comptes. Donc, le carbone S2P2, l'azote S2P3, l'oxygène S2P4, l'hydrogène S1. Donc, je fais mon total et je trouve 16. V égale 16, donc j'ai 8 barres à positionner. Si je calcule mon A, ici j'ai 3 atomes avec un octet à 8, donc 6 fois 3 plus 2, 20. Je calcule mon nombre d'insaturations, 2. Donc, j'ai soit une liaison triple ou 2 liaisons doubles. Donc, je vais m'atteler pour chaque arrangement à écrire les schémas de Lewis possibles, appliquer VSEPR dessus pour avoir des informations de géométrie. Donc, on va appliquer VSEPR localement, c'est-à-dire qu'on va définir un des atomes comme étant l'atome central, et puis on va appliquer VSEPR. On va le faire sur plusieurs des atomes pour pouvoir remonter à la structure géométrique totale de l'arrangement. Alors, commençons par le premier, l'acide cyanique. Donc, c'est un arrangement qui vérifie la règle du plus volumineux au centre, le carbone environné par l'oxygène et l'azote. Donc, première possibilité, j'écris une liaison triple entre le carbone et l'azote. Deuxième possibilité, j'écris 2 liaisons doubles entre carbone, azote, oxygène, carbone. Et puis, je mets une liaison triple entre oxygène et carbone. Et j'obtiens 3 schémas de Lewis. Si j'applique VSEPR à l'oxygène, donc ici, j'ai un oxygène qui va être environné par 2 paires libres, et puis 2 substituants. Donc, c'est un oxygène de type AX2E2, donc tétraédrique. Donc, c'est un tétraèdre avec 2 paires libres, donc on s'attend à un angle inférieur à 109. Pour le carbone, si je me mets le carbone au centre et que j'applique VSEPR, j'ai un environnement avec 2 substituants, sans doubler. Donc, j'ai ici une structure linéaire à 180 degrés. J'applique ça de la même manière sur mon schéma numéro 2. Donc là, j'ai perdu un doublet, si je puis dire, par rapport à l'oxygène de la structure 1. Donc ici, je suis à X2, 2 substituants et un doublet. Donc, structure avec un doublet, plus de place, donc je suis inférieur à 120. Pour le carbone, je suis encore à X2, c'est-à-dire quelque chose de linéaire, à 180 degrés. Pour le dernier, que je me place sur l'oxygène ou sur le carbone, c'est exactement pareil. J'ai ici une structure qui est verrouillée, linéaire sur toute la longueur. Alors que les 2 précédentes, la numéro 2, donne un caractère angulaire ici à l'hydrogène, et ici j'ai aussi un caractère angulaire à l'hydrogène, sachant que l'arrangement OCN, lui, est quasiment linéaire dans tous les cas de figure. Alors ça, c'est le résultat de Lewis, donc j'ai 3 possibilités. C'est ce que j'écris, et sans a priori. Maintenant, pour savoir si tous ces schémas existent ou s'il y en a certains rejetés, il faut confronter notre prévision aux données expérimentales. Donc voilà le résultat des données expérimentales. Il y a effectivement un côté angulaire, un caractère angulaire de la liaison OH vis-à-vis de l'enchaînement OCN. Donc plus précisément, la longueur CN est proche d'une liaison triple, 116 picomètres. C'est un poil plus long qu'une liaison triple. Une liaison CO qui est 130 picomètres, qui est intermédiaire entre une simple et une double. Donc, on a déjà rencontré ce problème-là. Et les angles, qui sont quand même le critère très important, l'angle HOC fait 110 et l'angle OCN fait 176. Donc, OCN est effectivement très proche de 180, donc l'alignement OCN est linéaire. Et par contre, on a un angle de 110 pour HOC, donc je vais rejeter
le dernier schéma, puisque là, il est parfaitement linéaire. Et entre les deux du dessus, compte tenu des infos sur les liaisons et angulaires, je dois garder 1 et 2, et avec une espèce d'hybride entre 1 et 2. Sachant que celui qui est le plus proche des valeurs angulaires, c'est le numéro 1, puisqu'il prévoit un 109 pour un 110. Voilà. Donc voilà comment on cumule l'utilisation de VSEPR et des schémas de Lewis. Et les schémas de Lewis, on les écrit sans se poser de questions. Donc c'est un produit donc stable qui est utilisé comme stabilisant des traitements chlorés des eaux de piscine. C'est un produit qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Et puis, oui, à signaler qu'il a été détecté dans notre galaxie par radioastronomie en 2010, assez récemment. Donc, passons à l'acide isocyanique, donc arrangement maintenant NCO, avec l'hydrogène du côté de l'azote. Donc, une triple liaison entre C et O, deux liaisons doubles entre NC et CO, et une liaison triple entre N et C. C'est toujours la même systématique, je les écris de manière rationnelle, sans me poser de questions. Ensuite, j'applique VSEPR rapidement. Donc, ici, un azote tétraédrique. Ici, un alignement NCO qui est linéaire. Un azote ici qui est plutôt triangulaire, avec un enchaînement à nouveau linéaire et une molécule totalement linéaire. Donc, si on confronte aux données expérimentales, à nouveau, pour cette molécule, on a un caractère angulaire de la liaison NH vis-à-vis de l'enchaînement NCO. Donc, si on regarde les longueurs CO, est proche d'une liaison triple, 113 picomètres, plutôt que d'une double, qui est à 121. Donc, on a plutôt un CO triple, donc le schéma 1. Longueur NC, 120 picomètres, intermédiaire entre une double et une triple. Donc, on rejette de toute façon le numéro 3, parce qu'au niveau angulaire, HNC, c'est 124, et NCO, c'est 173. Donc, on a bien un enchaînement NCO linéaire, et par contre un angle relativement important pour HNC. Donc on va favoriser plutôt, rejeter le 3, ça c'est clair, le 2 et le 1, puisqu'au niveau des longueurs de liaison, on a un hybride entre 1 et 2. Donc c'est un produit aussi, l'acide isocyanique, qui est très connu puisqu'il intervient dans la fabrication des résines polyuréthanes. Peut-être les résines polyuréthanes, liaison uréthane, ça ne vous dit rien, mais c'est les peintures haut de gamme et c'est aussi les colles très fortes, type cyanolite. Troisième exemple, l'acide fulminique, donc enchaînement HCNO. Donc, je recommence de la même manière. Donc, schéma 1, liaison triple NO, double liaison entre NC-NO et triple liaison entre CN. C'est toujours le même schéma, la même systématique. Ensuite, j'applique VSEPR en me positionnant sur le carbone tétraédrique, azote linéaire, carbone triangulaire, azote linéaire et molécules totalement linéaires. Je confronte à l'expérience. Et là, contrairement aux autres cas, les données expérimentales confirment qu'on a une molécule qui est totalement linéaire. Alors, la longueur NO est intermédiaire entre un double, un NO double, un NO simple. La longueur CN est proche d'une liaison CN triple. Et puis, les angles sont proches de 180. Donc, dans ce cas-là, on rejette 1 totalement, partiellement 2 pour les histoires de liaison double, mais on est majoritairement, le système est majoritairement décrit par le schéma 3. Voilà. Alors, ce sont des produits, on a dit, qui ne vérifiaient pas la première règle, c'est-à-dire l'atome central qui est le plus volumineux. Donc, on s'attend à des molécules instables, c'est tout à fait le cas. Les fulminates sont des produits excessivement instables qui sont utilisés comme explosifs primaires et qui détonnent à la moindre sollicitation mécanique ou thermique. Donc, on a effectivement un produit qui est immanipulable et qui est vraiment dans un état totalement instable qui provient justement de l'enchaînement. Ensuite, on a également l'acide isofulminique, un peu moins connu, donc enchaînement HONC. Donc, je recommence, une liaison triple, deux liaisons doubles, une liaison triple. J'applique VSEPR, encore un oxygène tétra, un azote linéaire, un oxygène triangulaire, un azote linéaire et un ensemble totalement linéaire. Et les caractérisations redonnent une structure avec un caractère légèrement angulaire à la liaison OH et un enchaînement ONC linéaire. Donc les longueurs NC proches d'une triple, 117 picomètres pour 115, 116, une longueur ON 132 picomètres proche d'une simple plutôt que d'une double, et des angles 105 et 180 qui vont faire qu'on peut garder décemment que le schéma 1 et rejeter les schémas 2 et 3. Alors, les applications sont les mêmes, c'est un produit encore plus exotique,
C'est idem avec l'acide fulminique, c'est un produit excessivement instable, et c'est logique hein, d'après l'enchaînement. Une structure qui n'est pas forcément évidente, l'ozone, donc O3. Donc si je calcule les V, bah, j'ai 3 oxygènes à 6, 18, donc j'ai 9 barres. Le coefficient d'insaturation, pour A, j'ai 20, donc coefficient d'insaturation égal à 1, donc j'ai besoin d'une liaison double ou d'un cycle. Donc voilà ce qu'on peut écrire hein, très facilement, puisque là, l'environnement à 8 se fait assez intuitivement. Alors on pourrait, c'est un peu litigieux, mais mettre la structure cyclique comme intermédiaire entre les deux schémas 1 et 2. Hein. Donc, si je fais raisonner, donc je vais écrire l'ozone comme étant 50% de 1, 50% de 2. Et je vais donc trouver dans la littérature ce genre d'écriture, c'est-à-dire une structure qui est angulaire, évidemment, nécessairement angulaire, hein, puisque c'est du AX2E, et avec des liaisons qui sont ni des simples ni des doubles. Je rappelle que c'est une molécule qui est très agressive, très oxydante et instable, hein, qui va se décomposer en O2 et qui va me donner l'oxygène radicalaire. Alors ensuite, un exemple aussi, pas une structure compliquée dans le nombre d'atomes, mais en termes de schéma de Lewis assez sportive, hein, l'acide azote hydrique, donc HN3. Alors HN3, si je calcule le V, j'ai 3 azotes à 5, un hydrogène, ça fait 16, le A égale à 20, donc le coefficient d'insaturation égale à 2. Donc 2 liaisons doubles, une triple ou un cycle et une double. Donc on va se limiter aux 2 doubles ou une triple. Donc enchaînement, les 3 azotes à la queue leu et l'hydrogène sur le côté, nécessairement. Donc ici, première structure avec 2 liaisons doubles, structure avec une liaison triple sur l'azote debout et l'azote central, et puis une liaison triple entre les 2 azotes qui sont à l'intérieur. Donc j'obtiens 3 schémas de Lewis, 1, 2, 3. Donc toujours pareil, j'applique VSEPR en me positionnant localement sur les différents atomes, donc sur l'atome deuxième atome d'azote hein, dans la liste. Donc il est linéaire, donc la structure NNN est linéaire. De l'autre côté, je suis triangulaire. Ici, à nouveau, je suis linéaire, puisque j'ai une liaison triple. De l'autre côté, je suis tétra, par contre. Et puis ici, je suis linéaire partout. Donc je confronte à l'expérience, et l'expérience dit que j'ai effectivement un enchaînement des 3 azotes qui est linéaire, avec un caractère légèrement angulaire à la liaison NH. Donc si je vais voir les longueurs de liaison, donc j'ai une liaison longueur NN 124 picomètres, qui est plutôt proche d'une liaison NN double. J'ai une autre longueur de liaison qui est à 113, qui elle est intermédiaire entre une triple et une double. Donc vous voyez, vous avez 2 types, on détecte bien en spectroscopie 2 types de liaisons azote-azote. Et si on regarde les angles, qui sont souvent très très différenciants, l'angle HNN est 109 et l'angle d'enchaînement des 3 azotes est proche de 180. Donc à partir de là, on va rejeter évidemment la structure totalement linéaire, puisqu'il me faut un 109, et puis je rejette partiellement le schéma 1 parce que l'angulaire est à 120, je préfère la 2 qui me donne exactement 109, je garde un poil de 1 parce qu'au niveau des longueurs de liaison, voilà, j'ai quand même une liaison NN double, c'est pour ça que je garde un petit pourcentage de 1. Voilà. Des exemples un petit peu plus sportifs, le dithionite dans la chimie du soufre, donc qui est un oxoanion du soufre, S2O4 2-. Donc ici, si je calcule V, je trouve 38. Si je calcule A, je trouve 38 également. Donc coefficient d'insaturation égal à 0. Donc structure très simple à écrire, puisqu'il n'y a que des liaisons simples. Donc, première question, quel enchaînement je fais? Si vous cherchez dans des bouquins de chimie inorganique des années 60, on va dire, on écrivait pour le dithionite une structure dans laquelle on avait un soufre, un oxygène et un soufre. C'est-à-dire qu'on avait un oxygène qui venait entre les 2 soufres. Aujourd'hui, d'après les données spectroscopiques, on est certain qu'on a une liaison soufre-soufre. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que je ne vais pas insérer un oxygène entre les 2 soufres? Voilà. Aujourd'hui, on sait que ça n'existe pas. Alors, on pourrait écrire le schéma de Lewis, hein. Je n'ai pas choisi de le faire. Donc, je fais ce premier enchaînement. Ensuite, je complète, puisque j'ai 4 oxygènes en tout, donc je rajoute un oxygène sur chaque soufre. Ensuite, je complète à 8. Donc, sur les oxygènes, je mets 3 doublés. Je remets un doublet sur le soufre pour qu'il ait son compte à 8. Hein. Je continue de l'autre côté de manière équivalente et j'aboutis à ça.
Alors, si vous cherchez dans les bouquins, vous allez souvent trouver cette structure-là, dans laquelle j'ai deux insaturations, alors qu'on n'a pas la nécessité de les faire apparaître. Alors, comment on explique ce deuxième schéma? Comment on le justifie surtout? En fait, il faut remonter aux charges partielles. Donc, vous connaissez bien. Donc, ici, chaque oxygène, c'est des oxygènes delta-. Et si je calcule les charges partielles sur les soufres, je vais trouver les charges de plus. Donc, en fait, le principe, ça va être de dire je vais compenser les charges de plus des soufres. Donc, je vais rabattre des doublés. Je vais rabattre un doublet ici pour compenser cette charge de plus. Et puis, je vais rabattre également un deuxième doublet ici pour compenser la charge de plus et pour aboutir au schéma de droite. Et si je regarde la charge partielle sur le schéma de droite, il ne me reste que 2 oxygènes delta-. Je vous rappelle que la somme des charges partielles ou formelles dans l'approche ionique, la charge totale, me donne la charge de l'espèce. Effectivement, ici, 2-, c'est un oxygène. Maintenant, est-ce gênant que le soufre soit dans l'état plus? Pas vraiment, parce qu'ici, on a du soufre qui est vraiment dans l'état plus. Il est plus 3. Plus 3, j'ai 4 oxygènes, à -2, ça fait donc -8. J'enlève 2, il reste 6. J'ai 2 soufres, c'est des soufres plus 3. Si je vais regarder sur la molécule, sur mon schéma de Lewis, est-ce que j'ai effectivement un soufre plus 3? Oui, l'oxygène est plus électronégatif que le soufre, donc il récupère intégralement les électrons. Donc ici, je vais trouver 2 électrons qui appartiennent en propre au soufre et 2 électrons qui sont mis en commun entre les deux soufres. J'ai rencontré ce problème, donc en termes d'état d'oxydation, on coupe symétriquement, donc j'ai 2 et 1, 3. Donc effectivement, j'ai 3 électrons autour du soufre, donc j'ai bien un soufre à qui on a enlevé 3 électrons. Il en avait 6. Donc effectivement, j'ai un soufre qui est franchement positif, puisqu'en état d'oxydation, il est plus 3. Alors, évidemment, si je fais le calcul de l'autre côté, je retrouve exactement la même chose. Ça ne change rien. J'ai toujours un soufre plus 3. Voilà. Alors, si on confronte ces schémas de Lewis à l'expérience, alors déjà un petit mot, oui, j'oubliais sur VSEPR, mes soufres ici, dans les deux cas, ont les mêmes environnements, sont symétriques. Donc j'ai 3 substituants, les 2 oxygènes et puis la structure qui est de l'autre côté. Donc j'ai de la X3E, donc quelque chose qui est dérivé du tétraèdre, mais qui n'est pas tétraédrique, c'est une pyramide à base triangulaire avec un angle inférieur à 109 à cause de l'occupation plus importante de la paire libre. Donc, si je regarde la réalité expérimentale, voilà la structure. Je vois que la longueur soufre est très importante, comparativement à toutes les longueurs qu'on a vues passer jusqu'à maintenant, 239 picomètres, parce que les soufres sont énormes. J'ai descendu une période, donc ils sont énormes. Et je vois que du coup, ça laisse beaucoup de place aux doublets. Les doublets libres qui sont là peuvent occuper beaucoup de place et repoussent tout ça. Vous voyez que les cisoïdes, là, les oxygènes, soufre, oxygène sont à 108. Et par contre, les oxygènes, soufre, soufre sont vraiment très, très rabattus à cause du doublet, puisqu'on trouve 99. Donc en spectro, on aura une seule fréquence de vibration qui correspond à une liaison soufre-oxygène, qui est intermédiaire entre une simple et une double. Et par contre, la longueur de liaison est franchement quelque chose qui est très proche. 150 picomètres entre une simple et une double, donc c'est quand même plus proche d'une simple. C'est pour ça que moi j'ai quand même tendance à privilégier le schéma de gauche, sachant surtout que le schéma de gauche est symétrique au niveau des liaisons soufre-oxygène. Le schéma de droite ne l'est pas, donc il faudrait écrire, si on veut être très rigoureux, un hybride de résonance dans lequel on fait bouger les insaturations pour aboutir au même résultat, c'est que finalement, on a des liaisons soufre-oxygène qui sont toutes équivalentes. Voilà. Mais je le redis, qui est quand même, au niveau des longueurs, c'est quand même plus proche de liaison simple que de liaison double. Un dernier assez sportif aussi, toujours dans la série du soufre, le dithionate, S2O6 2-. Donc c'est exactement le même principe, un V à 50, un A également à 50, donc un coefficient d'insaturation nul, donc pas besoin de liaison multiple pour obtenir l'octet. Donc ici, à nouveau, je repars de mon enchaînement OSSO. Maintenant, je mets 3 oxygènes par soufre, puisqu'il m'en faut 6. Ensuite, je complète, donc uniquement sans liaison multiple. Dans les bouquins, on va trouver également ce type de structure. On a rabattu 4 doublets cette fois. C'est pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, à savoir si je regarde les charges partielles, j'ai 6 delta- avec les 6 oxygènes. Et comme j'ai globalement une charge finale 2-,
j'ai 4 charges plus réparties sur les 2 soufres. Donc, je rabats 2 doublés par soufre pour compenser les 2 delta plus, avec les mêmes soucis que j'ai déjà évoqués sur la structure précédente. Donc, si je fais des calculs d'état d'oxydation, bah, évidemment, là, il est très mal, le soufre, puisque beaucoup d'oxygène, donc beaucoup d'électrons qui ont disparu, il lui reste finalement un seul électron, et on a effectivement du soufre plus 5 en nombre d'oxydation. Donc, sur 6 électrons, il ne lui en reste qu'un, donc il est franchement positif, hein, c'est clair. Donc, le soufre ici est franchement tétraédrique, il n'y a plus de doublet libre, et donc la réalité expérimentale, bah, voilà, donc on trouve quelque chose qui ressemble étrangement à ce qu'on a vu passer, donc un unique vibrateur SO. Par contre, ici, on est plutôt proche d'une liaison double. Donc, on est plutôt sur le schéma de gauche et qu'il faudrait faire résonner pour faire une équivalence sur toutes les liaisons, qui en fait ne sont ni franchement simples ni doubles, mais qui doivent être toutes équivalentes. Voilà. Donc, ceci termine cette deuxième vidéo. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt d'écrire les schémas de Lewis rationnellement, hein, avec la série des acides HCNO, et puis ensuite, comment on applique VSEPR et comment on peut avoir des informations relativement pertinentes sur la géométrie. Alors évidemment, il y a des cas où on va écrire plus de schémas de Lewis, on a plusieurs possibilités. Évidemment, le schéma de Lewis ne permet pas de trancher, et là, il n'y a que l'expérience qui va permettre d'orienter sur un schéma vis-à-vis des autres. Je vous remercie.